Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Miguel Alvolterra qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Miguel qu'on retrouve par ailleurs de l'autre côté du micro dans Sucita Viva. Mais là, on va parler de vous tout au long de cette semaine. On va retracer un petit peu votre parcours. On l'avait déjà fait précédemment, mais c'est bien d'approfondir les choses. Alors, on va quand même rappeler à quel endroit est-ce que vous êtes né, quel mois, quel jour. Je suis né en juin 1945, donc je suis un vieux machin, et je suis né en Tunisie, un pays qui a accueilli beaucoup de Corses. Il y avait une communauté corse à Tunis, très importante, des gens qui avaient, dans les années 1870, été partis d'Ajaccio ou de Bastia pour pouvoir faire un peu fortune en Afrique du Nord. Donc une partie de ma famille, qui est d'origine toscane en fait, est partie, en tant que Corse, essayer de faire un peu fortune en Tunisie. Et donc par les hasards de la vie, je suis né à Tunis. Vous avez passé quelques années là-bas. Vous avez des souvenirs de Tunis ou pas du tout? J'ai passé 15 ans en Tunisie, donc j'ai de grands souvenirs, à la fois du pays, de la ville, de l'ambiance de l'époque, une ambiance très sympathique, intéressante, pacifique, où toutes les communautés, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, juives, tout ça se côtoyait sans aucun problème. Hein. Et il y avait une ambiance très sympathique. On disait toujours que l'Afrique du Nord, c'était un beau pays, tout ça. Bon. Mais moi, j'ai vécu de l'intérieur et tout se passait très bien. Et j'étais dans un lycée, après, le lycée Carnot, qui a connu beaucoup de gens célèbres, y compris le futur président de la République tunisienne, Habib Bourguiba, mais aussi Philippe Séguin, qui était de Tunisie, et Michel Boujna, et d'autres, beaucoup d'autres qui sont passés dans mon lycée. Avant le lycée, il y a eu l'école primaire. Quel enfant étiez-vous? Est-ce que vous aimiez apprendre? Est-ce que vous étiez turbulent? Vous préfériez aller... J'étais très sage. Je suis assez introverti, donc il n'y avait pas de problème. Je n'étais pas un sale gosse. Mais j'ai eu la chance, on peut dire, d'être dans l'école des Pères Blancs à Tunis, qui apprennent la discipline, la rigueur. Et quand on est petit, à cet âge-là, et qu'on a justement ces maîtres, qui sont des gens très stricts, finalement, peut-être que ça reste un peu dans la tête. Pour vous, la définition de l'éducation, c'est ça? C'est-à-dire qu'on doit apprendre... On doit apprendre le respect des autres, on doit apprendre l'obéissance vis-à-vis des parents, vis-à-vis des règles de la société. Ça, je l'ai su après, hein. Ça ne vient pas tout de suite quand on a 5, 6, 7 ans. Donc, bon. Mais il y avait justement cette marque des Pères Blancs. Et j'allais souvent même à la messe à la cathédrale de Tunis, mais aussi à la cathédrale de Carthage, qui est un magnifique monument. Et je m'amusais à chanter. J'étais pas dans les petits chanteurs, mais je chantais moi tout seul, parce que je me mettais tout de suite au diapason de ce que je trouvais autour de moi. Pas de volonté de rébellion, donc? Non, je voulais pas, je voulais pas tout casser. Merci beaucoup, Miguel. On va se retrouver demain pour parler justement de vos années lycée et pour la suite également. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, c'est Miguel Alvolterra que nous recevons. Bonjour. Bonjour. On parle de ces années à Tunis jusqu'à 15 ans. Vous êtes passé par un lycée où vous nous disiez hier, beaucoup d'autres personnes célèbres sont passées. Voilà, ouais. Mais à l'époque, elle n'était pas célèbre. Elle n'était pas célèbre, voilà. Mais qu'est-ce que ça fait justement après, quand on a ce regard, on se dit tiens, on était sur les mêmes bancs?
Ben après, par les hasards aussi de la vie, j'ai retrouvé par exemple Philippe Seguin, quand j'étais journaliste à Antenne 2, et que j'ai interviewé, on a parlé de notre lycée, et j'ai retrouvé aussi donc Michel Boujna, que j'ai eu la chance de promotionner, puisque j'ai fait la première interview de Michel Boujna, sa première interview pour son premier spectacle, et il l'a dit d'ailleurs, et il l'a reconnu avec gratitude. Chaque fois qu'il passe à la télévision, il parle de moi, je le dis avec modestie, et il dit toujours que c'est grâce à Michel Halal que je suis devenu célèbre et que j'ai fait ma carrière. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir, mais c'est vrai que, bon, quand on était petit, on ne pensait pas à ça, quoi. Alors justement, ces rencontres aussi, ce lycée, vous avez mis, on suppose, plus les matières littéraires, vous étiez déjà attiré par tout ce qui était histoire, par tout ce qui était... Oui, d'abord le littéraire, hein, en fait, j'ai toujours suivi le côté... J'étais dans les classes littéraires, hein, en A et en B, et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est qu'en fait... quand j'ai eu mon bac sciences expérimentales, à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus, sciences ex, j'ai eu mon bac sciences ex grâce au latin, grâce à de très bonnes notes de latin, parce que j'apprenais le latin, et j'ai eu le bac grâce au latin, et pas du tout aux maths ou à la chimie ou à la physique, où j'étais nul. Carrément. Pourquoi avoir choisi cette voie? Parce qu'on disait que finalement il fallait aller dans les filières scientifiques. Parce que mes parents voulaient qu'il y ait un truc qui soit mezzo, hein, donc à la fois littéraire et peut-être qu'ils avaient prévu que l'évolution de la société allait tendre vers tout ce qui est scientifique. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Vous, quels étaient vos rêves adolescents? Alors, j'ai toujours voulu être journaliste parce que mon père était journaliste. Il travaillait donc dans un journal de Tunis, un des quotidiens. Il y avait 3 quotidiens à Tunis. Il y avait la presse, le journal La Presse, il y avait le journal La Dépêche, et il y avait un journal qui s'appelait Le Petit Matin. Mon père travaillait à la presse. Et tout petit, je le suivais dans des reportages comme ça, et j'avais quelque chose de... J'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire quand le soir, il allait à la rédaction et que je me mettais devant ce qu'on appelle les linotypistes, ceux qui tapaient les articles sur des morceaux de plomb. Il y avait des machines énormes, complètement extraordinaires, où les linotypistes tapaient les textes pour composer les pages. Et j'étais là et je passais des heures à les regarder travailler et à voir le plomb avec les caractères qui tombaient et voir celui qu'on appelait le secrétaire de rédaction qui alignait les barres de plomb pour composer les textes des pages. Et je trouvais ça fabuleux, quoi. Pour un gamin de 7, 8, 9 ans, voir ça, je ne comprenais pas d'ailleurs le pourquoi du comment. Mais bon. Et de voir, quand je voyais à la fois mon père sur les reportages et le lendemain son article dans le journal, tout ça, ça a déclenché quelque chose qui a fait que j'ai trouvé ça merveilleux de pouvoir raconter des histoires de l'actualité, quoi. Mais c'est ça aussi qui a déclenché peut-être ma passion. Je ne voulais pas être ni pompier, ni médecin, ni... non. Journaliste. Quelles étaient vos autres passions? Est-ce que vous aimiez le sport, le théâtre, la chanson? Surtout pas le sport. Je ne suis pas du tout sportif. Le théâtre, oui. Ma grand-mère, qui était toscane, qui était à la fois très intellectuelle aussi et très musicienne, m'amenait très souvent au théâtre municipal de Tunis. Et puis, elle m'amenait aussi voir des opéras. Et tout d'un coup, aussi, ça a marqué mon esprit. Parce que l'audiovisuel, par la suite, c'est un peu ça aussi, hein.
Merci beaucoup, Miguel. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Miguel Alvolterra, notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Journaliste, on parle de votre parcours. Avant de vous retrouver, on le disait, de l'autre côté du micro, dans Sucita Viva, donc les émissions de Radio Alta Frequenza. Le bac en poche, qu'est-ce que vous faites? Le bac en poche, comme je vous l'ai dit hier, directement à l'école de journalisme. À l'école de journalisme, l'école supérieure de journalisme de Paris, qui était dans un endroit un peu magique aussi, place Saint-Germain-des-Prés à Paris. Et donc, j'ai passé 2 années à l'école de journalisme. Je suis sorti avec le diplôme. Et juste après, j'ai eu la chance, toujours grâce à mon papa, qui était, lui, quand nous sommes arrivés en France, il a été récupéré, entre guillemets, à la télévision de l'époque. Il n'y avait qu'une seule chaîne, en 1962-63, on est arrivé. Et donc en 67, quand je suis sorti de l'école de journalisme, il m'a fait connaître 2 personnages extraordinaires aussi, de la télévision française, de la première chaîne, et le directeur de la rédaction qui s'appelait Pierre Desgroupes, un personnage, Pierre Desgroupes, et l'inventeur de 5 colonnes à la une, et le rédacteur en chef qui travaillait avec Pierre Desgroupes, qui s'appelait Joseph Pasteur. En fait, Joseph Pasteur est un Corse, de Corse du Sud. Son vrai nom, c'est Rocchezzani. Donc, et mon père m'a présenté à ces personnes puissantes, et j'ai eu la possibilité d'abord de rentrer comme stagiaire, puis de rentrer comme pigiste à la télévision française. Et chose rigolote, comme je vous disais tout à l'heure chez Horreur du Sport, j'ai été pris comme pigiste au service des sports de l'ORTF, dont le directeur était Raymond Marcillac, et je passais tous mes week-ends sur les stades là où il y avait des courses de tiercé et tout ça. Alors que le sport, ça me sortait par les yeux. Mais bon, il fallait passer par là. Il fallait en passer par là. Donc, Avant de revenir sur votre carrière, le départ de Tunis, ça n'a pas été un trop grand déchirement? Alors, ça a été un déchirement après. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme nous sommes partis de Tunis, nous ne sommes pas partis comme tous les Français, Corses, Italiens, Maltais qui étaient en Tunisie, dans les années 61, juste après qu'il y ait eu l'événement de l'attaque de la base de Bizerte en 61. Il y a beaucoup donc d'Européens qui ont quitté la Tunisie rapidement. Nous étions déjà bizarrement partis, entre guillemets, parce qu'en fait, en juin-juillet 61, nous étions à Paris avec mes parents, et on était en vacances. Et comme tous les ans, on passait nos vacances à Paris. Ça faisait partie des choses que tout le monde désirait. Quand on était en Tunisie, il disait « Ah, on part en vacances à Paris ». Aujourd'hui, c'est le contraire. Quand on est à Paris, on part en vacances en Corse ou en Tunisie ou ailleurs. Et donc, on était en vacances. Et quand il y a eu donc cet événement grave et important, eh bien, mes parents ont décidé de ne plus rentrer en Tunisie. Et donc, on s'est retrouvés à Paris, sans rien. Senza nulla, comme on dit. Sans rien, sans travail, sans rien. Et donc, c'est là où il y a eu le choc. Le choc, on s'est retrouvés avec mes parents et mes grands-parents à vivre dans une chambre d'hôtel à 4 ou 5 ou 6. Comme on parle aujourd'hui des émigrés, des migrants et tout ça, qui sont dans des endroits difficiles, nous avions vécu ça aussi. Et on s'est retrouvés sans rien. Parce que ceux qui partaient, ceux qui avaient décidé de partir, ils avaient la possibilité de préparer en quelque sorte leur exil. Eh bien, nous, on a été de facto obligés de rester. Et bon, alors, ma maman
qui était institutrice, a été récupérée grâce au syndicat des instituteurs. Elle a été tout de suite placée dans une école, donc elle a pu retrouver rapidement du travail. Mon père, il avait des amis, à la fois des anciens de Tunisie et des gens qu'il connaissait d'avant, parce que lui, il était correspondant de France Soir à l'époque et de Paris Match à Tunis. Et donc il connaissait les journalistes. Et donc ils l'ont fait rentrer à la télévision, à la RTF à l'époque. C'était pas l'ORTF encore, à la RTF. Et donc on a eu cette chance de ne pas trop être comme ça, sans rien, quoi. Voilà. Et donc on est reparti dans une autre vie. Vous avez rebondi rapidement. Voilà. Merci beaucoup, merci, à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, c'est le journaliste Miguel Alvolterra qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Donc vous arrivez en France, les premiers pas à la télévision après votre école de journalisme, donc des stages dans le milieu sportif que vous n'affectionniez pas spécialement. Quel est le premier reportage qui vous a véritablement marqué? Est-ce que vous vous souvenez tout d'abord de votre premier reportage en dehors du stage ou des piges et celui qui vous a particulièrement marqué? Alors, le premier reportage, c'était en fait un reportage de stage, c'est-à-dire que Joseph Pasteur, enfin tous les journalistes qui rentraient à la télévision, on leur donnait une sorte d'exercice à faire pour voir s'ils étaient bien bons. Et bien mon premier reportage, c'était le mariage de Michel Delpech. Extraordinaire. Beau cadeau. Très 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 beau tableau, et ça se passait à l'église Saint-Sulpice à Paris. Et alors je connaissais pas trop le milieu du showbiz et tout ça. Michel Delpech, c'était le tout début aussi, il n'était pas très 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 célèbre, mais enfin bon. Et il y avait donc ce truc, et donc j'ai fait mon premier reportage qui a dû durer 50 secondes ou une minute à l'antenne, hein. C'était pas un truc merveilleux, mais c'était ça mon premier reportage. Et puis alors, le reportage qui m'a le plus marqué, je crois que c'est quand j'ai pu, ce qui allait devenir par la suite ma spécialité, j'ai pu, le jour du 14 juillet, accéder à ce que les militaires appellent ce carré magique, où on pouvait assister au défilé du 14 juillet dans un endroit réservé aux journalistes. Et là, c'est vrai que pour un jeune homme comme moi, venu d'ailleurs en plus, de voir comme ça de près tous ces engins, ces militaires défiler et tout, ça m'a marqué, et donc j'ai fait le reportage, non pas comme on le fait d'habitude sur le 14 juillet, mais à travers la vision d'un être humain sur d'autres êtres humains. Ça n'avait pas plu vraiment à la rédaction en chef, parce qu'eux, ils voulaient que je fasse un reportage sur le 14 juillet, machin. Mais moi, je l'ai fait comme ça, à travers mon regard à moi. Et vous avez dit, à partir de là, vous devenez plutôt spécialiste défense, spécialiste politique. Alors aussi. par la suite, j'étais d'abord petit reporter, simple, normal, et puis je me suis donc dirigé vers tout ce qui était police, militaire, tout ça, parce que pour moi c'était des choses qui étaient très télégéniques, c'est-à-dire un char, un avion de chasse, un bâtiment de guerre, tout ça était très très à la télévision. J'aurais été journaliste de presse écrite, c'était pas forcément important, mais l'image parlait beaucoup plus, et donc je me suis dirigé là-dessus. Et c'est après que je suis devenu un vrai entre guillemets spécialiste de défense. C'est quand j'ai appris, à travers mes contacts avec le ministère de la Défense, les ministres, les militaires, les officiers, tout ça, les officiers de presse, j'ai appris ce qu'était vraiment la chose militaire. Donc, dans un deuxième temps. On ne devient pas spécialiste comme ça, hein, de toute façon. Et donc,
j'ai fait petit à petit ma carrière dans ce côté militaire. Et par la suite, donc, j'ai connu Charles Hernu, qui était donc ministre de la Défense, et j'ai créé, à sa demande, le magazine télévisé des armées. C'était la première fois. Donc Hernu était quelqu'un de beaucoup plus décontracté militairement, on va dire, que les gens de l'état-major, qui étaient très stricts, tout ça. Et j'ai créé ce magazine télévisé des armées parce que Hernu voulait qu'on explique à la population française, aux citoyens français qui payaient ses impôts pour les militaires, hein, en fait, ce qu'était la chose militaire. Et donc, on a fait, avec des amis qui venaient d'autres chaînes aussi, de la 1, de la 2, de la 3, j'ai composé une petite équipe de reporters, qui étaient des civils, et on travaillait pour l'armée, et on a créé donc ce magazine télévisé des armées qui passait sur FR3 à l'époque. Et ça a été une grande première dans l'histoire de la télévision là-bas, hein. Démystifier la Grande Muette. Démystifier la Grande Muette, on a eu des gros problèmes, parce que à l'état-major, ils étaient, comme on dit, chez les soldats, ils étaient chromés, quoi. Donc, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et petit à petit, on a réussi à pousser la chose pour pouvoir faire de vrais reportages civils dans le monde militaire. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Miguel Alvolterra. Bonjour. Bonjour. On va quitter un peu votre parcours juste pour vous poser une question. Donc, vous avez connu le milieu de la télévision, puisqu'on rappelle que vous avez été journaliste à France 2, notamment, entre autres. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les chaînes info en continu, par exemple? Comment vous voyez ça? Est-ce que pour vous, c'est encore du journalisme? Alors, c'est du journalisme dans la mesure où la technologie permet, et c'est l'essence même de la chaîne info, d'être tout de suite, le plus rapidement possible, sur l'événement quel qu'il soit. Et qu'il soit en France ou à l'étranger, n'importe où dans le monde, il se passe un truc, et une demi-heure après ou une heure après, c'est sur tous les écrans de la Terre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du vrai reportage intrinsèque. Mais le fait d'avoir cette possibilité a fait qu'aujourd'hui, la génération des jeunes journalistes est plus préoccupée, non pas seulement à faire de reportages, mais à aller encore plus vite que le petit copain d'à côté sur d'autres chaînes, et d'être toujours le premier à. Et cette recherche de la rapidité sans pouvoir vérifier vraiment le fond de l'événement, le sens de l'événement, fait que, en fait, personne ne le réalise aujourd'hui, hein, d'ailleurs, ça va à l'encontre même du côté éthique, hein, le mot éthique est un peu galvaudé, mais de l'éthique journalistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première mission d'un journaliste, c'est de rapporter un événement. Mais il faut à tout prix, et ça c'est très important pour moi je l'ai appris comme ça, vérifier avant de publier. Or, aujourd'hui, les chaînes info, c'est un outil merveilleux, hein, la chaîne info, mais ça ne permet pas de vérifier. On n'a pas le temps de vérifier. On l'a vu pour Xavier Dupont de Ligonnès, par exemple, où finalement ça n'était pas lui. Et même quelque chose qui un peu se rapproche des événements de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Russie. On a eu, c'est un de mes journalistes, comme j'étais rédacteur en chef sur la 5, c'est un de mes journalistes qui était à Timișoara, et c'est lui qui nous a envoyé, et la 5 a été la première à diffuser dans le journal les images du charnier, de ce qu'on a appelé le charnier de Timișoara, en disant « Regardez, les gens ont été massacrés » et tout ça.
On a eu, après, les mois passés, des retours et des injures de tout le monde, parce que en fait, le charnier, il y avait des corps, mais ça n'a rien à voir avec les événements de guerre ou de là-bas, quoi. Petite question aussi, on a vu récemment, puisque là on est à l'heure des procès, des attentats de Nice, des attentats également de la boucherie cachère du 13 septembre, il y avait ces images lorsqu'il y avait les otages en fait qui étaient maintenus. Il y a des chaînes de télé qui ont décidé de ne pas les diffuser, et de les diffuser plus tard, et puis d'autres qui les ont diffusés au risque peut-être de faire courir un risque aux absolument, otages. Mais ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est toujours dire « Ah, on va faire mieux que le petit copain d'à côté. On va faire mieux que CNews, BFM, TF1, et on va sortir le premier le truc. » Mais on ne pense pas qu'effectivement ça peut avoir des conséquences. Ça a toujours eu des conséquences, une image qui passe à la télévision, qui est publique. Et donc il faut manipuler l'information. J'avais un de mes rédacteurs en chef qui s'appelle Jean-Claude Héberlé, disait « l'information est explosive ». Et bien, l'information est explosive, ça peut entraîner des drames, et des fois des drames mortels, hein. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, il faut toujours attendre un peu. Comme je dis toujours, un poussin dans l'œuf, il faut attendre quelques jours avant que ça devienne un poussin. Donc voilà, c'est ça la vraie information. Il ne faut pas faire de l'exceptionnel, de l'extraordinaire. C'est ce que disait quand j'étais sur la 5, notre patron qui s'appelait Berlusconi. Hein. Et Berlusconi, lui, c'était tous les paillettes, la lumière, tout ça. L'information, ça ne lui disait rien. À cause de ça, d'ailleurs, on a perdu la possibilité de continuer la 5 et la 5 a fermé. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On retrouve cette émission en podcast audio et vidéo. Et puis, nous, on se retrouve du côté donc, de Suchita Vive, voilà, avec nos différents invités. À très bientôt. À bientôt.